À la une ce soir, 4 proviseurs de lycées impactés par des mouvements de grève tirent la sonnette d'alarme. Ils rappellent que les élèves sont en période d'examen et d'orientation scolaire. Ils demandent à ce que la situation soit rétablie au plus vite dans leur établissement. Des blocages de lycées dus à une mobilisation des agents territoriaux. Leur mouvement pourrait prendre de l'ampleur puisque 6 syndicats de la CTM ont déposé un préavis de grève. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail. Et c'est dans ce contexte que nous recevons ce soir le premier vice-président de l'Assemblée de Martinique, Yann Monplaisir, est notre invité politique de ce mardi soir. Il nous parlera de ses 2 ans à la tête de la CTM. Enfin, zoom ce soir sur les voitures sans permis. Elles sont arrivées sur les routes françaises depuis les années 80 et font de plus en plus d'adeptes chez nous. Nous verrons les règles à observer pour les conduire. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette édition que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Voilà maintenant quasiment une semaine que les élèves du lycée de Bellevue, Schellcher, Dumas-Jean-Joseph et Bellefontaine n'ont pas pu se rendre en cours. En cause des mouvements sociaux qui ont entraîné des blocages des établissements. Aujourd'hui, la situation inquiète les proviseurs des 4 sites. Ils rappellent que les élèves sont en période d'examen et de choix d'orientation. C'est donc unis qu'ils ont organisé une conférence de presse ce matin. Ils espèrent un retour à la normale au plus vite. Explication de Louis Sabas. 6 jours que le lycée technique Joseph Gaillard a les grilles closes, ici verrouillé par une chaîne et un cadenas. 6 jours qu'il n'accueille plus d'élèves. Une situation similaire dans les établissements de Bellefontaine, Dumas-Jean-Joseph, Bellevue et Schellcher à Fort-de-France. En cause, la grève des agents territoriaux affectés au lycée qui perdure et qui concerne l'équivalent de la population de Saint-Pierre, soit près de 5000 élèves. Pour un retour rapide à la normale, les proviseurs de ces lycées ont engagé une procédure en référé. Si le représentant syndical que je suis reconnaît le droit de grève, le chef d'établissement que je suis reconnaît le droit aux élèves d'être en classe. C'est leur droit et personne ne peut le leur enlever. Et d'où notre décision, à partir d'aujourd'hui, de chaque établissement de déposer un référé afin que l'accès soit rendu possible dès demain matin pour nos élèves. Une décision motivée par le fait que les élèves devraient être à leur choix d'orientation et pour certains en examen. Une période d'autant plus sensible qu'à la rentrée, une grève amputait l'année de plusieurs semaines de cours. On a eu cours le samedi matin, le mercredi après-midi, etc. Et on commençait à s'en sortir quand ce deuxième mouvement qui arrive en fin de trimestre a vraiment ça, une période charnière. Donc ce qui fait qu'il y a plein d'examens qui devraient avoir commencé, qui ne peuvent pas commencer. Il y a les conseils de classe du deuxième trimestre, il y a toute l'orientation sur le parcours SUPA qui devrait se faire pour les élèves de classe de terminale cette année. Et malheureusement, tout ça se retrouve bloqué. Un retard qui ne serait plus rattrapable selon ces chefs d'établissement qui restent dans l'incompréhension. Car pour l'heure, ils n'ont rencontré aucun représentant d'agent territorial en grève. Depuis le début de l'année scolaire, nous avons dû recevoir plus d'une dizaine de fois ces personnels dans des réunions organisées, je dirais, classiques. Nous n'avons jamais eu de revendication. On n'a pas compris pourquoi on était là. 0 interlocuteur. Donc on ne peut pas régler un souci, une grève, si on n'a pas d'interlocuteur. Ces proviseurs espèrent toujours une rencontre avec les grévistes et la CTM qui les emploie. Mais la situation ne semble pas s'arranger. Le lycée professionnel André Aliquer et le collège Cassien-Sept-Clair de Fort-de-France n'ont pas accueilli d'élèves. Cela porte à 7 le nombre d'établissements perturbés par la grève des agents territoriaux affectés au collège et lycée. Et justement, les agents territoriaux qui sont mobilisés sur plusieurs sites depuis hier risquent d'être rejoints dans leur mouvement par d'autres membres du personnel de la CTM. Un préavis de grève déposé par 6 syndicats de la collectivité dénonce de mauvaises conditions de travail. Explication d'Alizé Lutran et de José Lechertier. Les esprits des agents commençaient déjà à s'échauffer depuis plusieurs mois et la négociation avortée ce matin entre l'intersyndicale et le conseiller exécutif en charge du personnel ne laisse rien présager de bon. Nous avions des personnes qui étaient représentants d'organisations syndicales, qui étaient du côté de l'administration, et nous avions également des personnes qui représentaient l'administration. Donc c'était perdu d'avance. Donc nous avons dit à M. Carole, avant cette rencontre, que dans quelles conditions nous souhaitions le rencontrer, à savoir avec son directeur général, qui représente l'administration, et personne d'autre. Au cœur des revendications, des conditions de travail déplorables selon eux, dues à un manque d'organisation de leur hiérarchie qui ne respecterait pas certains accords.
arrêté concernant la nomination des chefs de service qui ne respectait en rien les dispositions légales et notamment l'ordonnance de transfert des personnels vers la CTM et aussi les dernières promotions qui écartaient beaucoup d'agents. Nous avons un certain nombre d'agents qui ne sont toujours pas affectés, alors que tout le monde pense que nous sommes nombreux et qu'il y a des gens qui se plaisent à ne rien faire. Les gens, ils ne demandent qu'à travailler parce qu'ils sont conscients en tant que fonctionnaires qu'ils sont là pour servir la population. Les représentants du personnel attendent maintenant de pouvoir engager de nouvelles négociations. Sans cela, le préavis de grève sera mis à exécution vendredi. Les ventes de ciment sont au plus bas depuis 37 ans. La mise en chantier des logements est en chute de plus de 40% par rapport à 2008. Les investissements du BTP de la CTM ont été divisés par 2 en 2017. Vous l'aurez compris, le BTP va mal en Martinique. Les professionnels du secteur ont organisé une conférence de presse à la maison du BTP ce matin pour alerter sur leur situation. Voyez les précisions recueillies par Louis Sabas. Il faut compter avec environ 300 entreprises qui ont fermé leurs portes. Et il faut compter entre 2010 et 2017, près de 2300 salariés qui ont perdu leur emploi. La source, nous le tenons de la Caisse de retraite et de prévoyance des Antilles-Guyane du secteur du bâtiment qui prennent des cotisations pour permettre aux salariés d'avoir leur retraite complémentaire. Il faut savoir que le secteur du bâtiment n'est pas circonscrit uniquement au secteur de la construction. Il faut savoir qu'à côté de ça, vous avez les transporteurs qui sont dans une situation catastrophique. Vous avez toutes les industries qui travaillent pour le compte du bâtiment. Vous avez aussi les vendeurs de matériaux, de matériaux du bâtiment. Tout cela représente à peu près 600 à 700 emplois supplémentaires pour la Martinique qui sont aujourd'hui aussi en difficulté. Il s'agit de la survie même de toute une filière qui dépend énormément principalement de la commande publique qui est aujourd'hui en panne. En revanche, dans la foulée de cette action d'aujourd'hui, nous souhaitons organiser un temps de réflexion beaucoup plus approfondi autour des ateliers du BTP, qui est un temps de réflexion qui va démarrer le 12 mars, 12, 13 et 14 mars, pendant 3 jours, au cours desquels nous allons nous réunir entre professionnels, entre acteurs décideurs, entre élus, pour pouvoir définir les voies et moyens d'une relance de ce secteur en Martinique. Et c'est dans ce contexte que nous recevons le premier vice-président de l'Assemblée de Martinique, Yann Monplaisir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir convié. Alors, on vient de le voir, le BTP est en crise avec près de 6000 emplois menacés. La situation de transport en commun en Martinique est loin d'être aboutie. Les agents de la CTM ont déposé un préavis de grève. Ma première question ce soir, est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan à la CTM? On n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. On est satisfait quand même d'avoir réussi un certain nombre de choses. Nous avons réussi la fusion de 2 collectivités dans un contexte où il n'y avait pas assez de préparation. Nous avons des domaines dans lesquels nous avons des réussites tout à fait exceptionnelles, comme dans le domaine du tourisme. Nous avons... À moitié quand même, puisqu'il y a beaucoup d'hôtels qui sont en redressement judiciaire. Écoutez, est-ce que vous savez que depuis que nous sommes arrivés, il n'y a pas d'hôtel qui a fermé? Alors qu'on fermait plus d'un hôtel par an en moyenne depuis 11 ans. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais il n'en demeure pas moins. Alors le secteur de l'hôtellerie, mais ça n'est pas lié à ce que peut faire la CTM. La CTM n'a pas en main les éléments pour résoudre le problème de la rentabilité des hôtels. Ça dépend de l'État. Il faut que nous expliquions ce que nous faisons à l'État, que le modèle économique de l'hôtellerie ne marche pas. Nonobstant cela, nous avons une année touristique qui est exceptionnelle et les hôtels vont moins mal, mais ils devraient aller bien. Et s'ils allaient bien, il y aurait plus... Nous avons réussi également à éviter qu'il y ait un fiasco sur le lycée Schellcher. Vous avez vu que le chantier est en cours. Alors, c'est vrai qu'il y a des domaines, par exemple le TCSP, mais le TCSP, ce n'est pas toute la Martinique. Le TCSP ne peut pas résumer la situation de la Martinique. Je suis inquiet du problème du bâtiment. Et d'ailleurs, là-dessus, si vous voulez, on a une différence d'appréciation entre nous, au sein de la majorité. Je considère qu'il faut qu'il y ait un véritable plan Marshall sur le bâtiment, c'est-à-dire que l'on augmente la commande publique, au moins qu'on la maintienne au niveau où elle était, de manière à faire en sorte d'éviter qu'il y ait une détérioration supplémentaire du secteur du bâtiment. Alors justement, est-ce que vous êtes entendu dans vos demandes? Ce que nous sommes entendus, je vous dirai ça dans quelques jours, quand on votera le budget. Mais là, vous avez une tendance, vous avez déjà débattu du budget. Nous avons une tendance qui ne correspond pas tout à fait aux ambitions qui sont les miennes
aux attentes aussi des professionnels qui ont indiqué très clairement. Ce que nous avons fait par contre, et là je suis content, nous avons, et c'est un peu sous mon impulsion, on a relancé le HCCP, c'est-à-dire cette instance de concertation entre les professionnels, les donneurs d'ordre, les pouvoirs publics, pour savoir comment se porte la commande, où elle va, qu'est-ce qui va sortir, etc. Et tout ça existait sur le papier, mais ne fonctionnait pas. Donc nous avons démarré tout cela. Là où je suis content aussi, c'est que nous avons, sous, je dirais, une volonté exprimée de manière très forte, et au travers également d'un certain nombre de décisions, nous avons pu booster un peu le secteur de la construction des logements sociaux. Puisqu'on est passé de un peu plus de 400... Ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et je veux dire, c'est un peu normal quand on est inquiet. Et les professionnels du bâtiment sont inquiets parce qu'ils voient effectivement chuter leur niveau d'activité. Ils voient effectivement 6 000 emplois menacés. Oui. Écoutez, 6 000 emplois, ça voudrait dire que... C'est beaucoup. Écoutez, oui, mais vous savez, quand on présente quelque chose, en général, on essaie d'augmenter un petit peu la sauce. Ah, vous pensez qu'ils exagèrent, qu'ils... Je ne sais pas si le terme exagéré est le bon. Ce que je dirais, c'est que c'est excessif, puisque en réalité, il parle de tous les emplois dans le bâtiment. Ça voudrait dire que demain matin, il n'y aurait plus personne dans le bâtiment. Vous ne pouvez pas croire ça, vous non plus. Donc, ce n'est pas à 6 000 emplois. Mais c'est vrai qu'il y a des emplois qui peuvent être menacés si très rapidement l'activité ne redémarre pas. Et donc, pour ma part, je souhaite que nous donnions l'impulsion. Il faut que le secteur privé aussi donne l'impulsion. Et il faut que les quelques grands chantiers privés, comme l'hôtel Diamond Rock et l'hôtel Lex Calenda, démarrent. C'est 100 millions d'euros de travaux. Et nous y attelons, nous nous battons pour cela. Personnellement, je me bats, vous savez à quel point je me bats pour le tourisme, on le sait, tout le monde le sait. Et donc, je pense que ce sont des chantiers qui vont démarrer. D'ailleurs, demain, nous avons une réunion avec la SEM-SAMAR pour rencontrer des investisseurs américains qui devraient nous permettre d'annoncer la bonne nouvelle, c'est que ce chantier démarre enfin. Alors, on a bien entendu ce que vous souhaitez. Est-ce que les membres de BAPIA en Chance ont vraiment droit à la parole au sein de la CTM? J'entends par là, pour vous expliquer, j'entends par là que Karine Mousseau, que nous recevions en décembre dernier, nous disait qu'elle pensait réviser le budget du CMT. Finalement, ça ne sera pas le cas. Alors, finalement... D'abord, j'entends ce que vous dites. Elle a reçu un courrier lui disant qu'on lui laisserait son budget au même niveau qu'en 2016 et en 2017. Donc, et qu'on ne le ramènerait pas. Elle a vraiment droit à la parole, finalement, puisqu'elle annonçait déjà elle a reçu un révisé. courrier. Oui. Mais vous savez qu'un budget, c'est voté par une assemblée. Donc, vous pensez vous opposer au budget? Et donc, d'ici là, il y aura des discussions qui sont en cours. Nous avons fait passer, et Karine Mousseau l'a fait avec beaucoup d'énergie et de détermination, nous avons fait passer un certain nombre de messages, ce que nous continuons de faire. Et puis, il y a les instruments normaux de la démocratie qui nous permettront de nous exprimer dans toute l'ampleur de nos convictions le moment venu. Mais si vous n'obtenez pas satisfaction, par exemple pour le CMT, ou vos ambitions, par exemple ce que vous annonciez, vous espériez investir, est-ce que vous avez l'intention de voter quand même le budget ou de vous y opposer? Nous allons d'abord discuter. Compte tenu de ce qui est annoncé. Nous allons d'abord discuter, et si vous me permettrez, je ne répondrai pas de cette manière à cette question qui est tout à fait fondée, fondée que vous me la posiez. Si je réponds maintenant, ce sera un diktat. Et quand vous commencez une discussion... Oui, mais vous pouvez vous positionner nous sommes positionnés de manière très claire. Nous sommes positionnés de manière très claire. Nous souhaitons que l'investissement soit plus soutenu que ce qu'on nous a annoncé. Nous souhaitons effectivement qu'un certain nombre de budgets, comme celui de l'éducation nationale, où il y a un certain nombre de chantiers qui d'ailleurs vont donner du travail au bâtiment, que l'éducation nationale et en particulier le tourisme, ces deux, entre autres, soient priorisés de manière à faire en sorte que, effectivement, les investissements soient au niveau de ce que nous souhaitons. Après, ce que vous voulez savoir, c'est qu'est-ce que vous allez faire si, par hasard, vous... Bah oui, eh bien, comme écoutez, ça, on sait déjà. Et peut-être que le président du Conseil exécutif connaîtra votre position aussi. Je pense qu'il connaît ma position. Je lui ai réservé... Vous voyez, dites-nous, c'est quoi la position? Ma position est très simple. Je pense qu'il y a des attentes. Je sais que nous avons été élus sur la base d'une espérance. L'espérance que nous avons fait naître, c'est d'abord plus de démocratie, plus de transparence. Alors, quelquefois, là-dessus, je suis d'ailleurs aussi pas tout à fait satisfait. Ce que nous avons également fait naître comme espérance, c'est celle d'un rassemblement des Martiniquais. Je m'attache à cela. Je veux qu'on aille au-delà des rangs de notre majorité et que on écoute l'opposition aussi. Et donc, c'est le combat que je mène en permanence. Et puis, je souhaite qu'effectivement, nous puissions soutenir le secteur du bâtiment au travers de la commande publique, que nous puissions avoir un niveau d'investissement qui soit compatible avec les exigences du moment,
tout en ne dégradant pas la situation financière, parce que nous avons trouvé une situation financière compliquée. Cette complexification est augmentée par le fait que l'État souhaite que les collectivités locales fassent des économies. Et tout ça, donc, est dans un contexte un peu contraint, mais malgré tout, moi, je souhaite qu'on réponde aux priorités. Et les priorités, je vous les ai exprimées. Et je les ai exprimées auprès du président de l'exécutif. Nous sommes dans une phase... Ma question, c'est est-ce qu'il vous entend? C'est ça ma question. J'espère qu'il m'entend. Oui. Vous voyez, il m'entendra encore ce soir. Oui. Et je continue vous savez, moi, je continue de croire que le dialogue, et le dialogue dans la sérénité, vaut mieux que les complots ou que les coups de menton. Et donc, je continue d'essayer de convaincre les uns et les autres que la foi, c'est nécessaire, mais aussi que c'est possible. Alors, certains me disent sans doute que c'est nécessaire, mais ça n'est pas possible. Bien, moi, je crois qu'il y a entre les deux l'espace du nécessaire qui pose des exigences et du possible qui répond à ces exigences. Donc, les votes du prochain budget vous donneront raison ou tort, on verra. On verra comment se dérouleront les débats. Je pense d'abord qu'ils se dérouleront dans un climat d'une grande sérénité. Je souhaite que ça se fasse de manière très constructive, c'est-à-dire que quelquefois, moi, je souffre un petit peu, si vous voulez, des positions des uns et des autres, et de la majorité comme de l'opposition, qui sont des positions bloquées parce que celui-ci dit que c'est bien, l'autre dit que c'est pas bien, etc. Personnellement, moi, j'écoute ce que disent les gens, et si quelque chose me paraît nécessaire, je me laisse convaincre. Dernière question, quelle est votre position, quel est votre regard surtout sur les derniers remous qu'il y a eu entre Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor qui impactent sans doute la sérénité au sein de la majorité? Je serais tenté de vous dire que ça n'est pas de notre ressort. Nous sommes dans une majorité composite et certains ont des problèmes. Nous en avons eu, nous en aurons peut-être aussi, ça fait partie de la vie. Et nous n'avons pas à nous mêler des problèmes des autres. Sauf si ça impacte le fonctionnement de la CTM. Sauf si ça impacte, même si ça impacte, nous n'avons pas... Ce que nous pouvons faire, c'est appeler tout le monde à la sérénité, ce que nous essayons de faire. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer de rapprocher les points de vue, même si quelquefois c'est très difficile. Et puis en même temps, ce que nous devons faire, c'est faire en sorte que ce soit l'intérêt de la Martinique qui soit la priorité de tous. Très bien, donc nous serons au courant d'ici le prochain vote du budget. D'ici le prochain vote du budget, mais d'ici là, nous avons encore beaucoup de travail et je m'attelle à ce travail. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis avant de terminer, est-ce que vous avez déjà conduit une voiture sans permis ? Non, pas encore, parce qu'on ne m'a pas encore retiré mon permis. Tant mieux. Comme ce n'est pas en bois, je touche ça quand même, en espérant que ça ne viendra pas. Très bien, moi aussi, j'espère pour vous. Eh bien, c'est ce dont nous allons parler tout de suite. Les voitures sans permis sont arrivées sur les routes françaises dans les années 80 et semblent trouver de plus en plus d'adeptes. Déjà, ceux qui n'ont pas le permis, comme vous l'avez dit, il y a ceux qui l'ont perdu, justement. On peut les conduire dès l'âge de 16 ans. Alizé Lutran et José Lechertier ont testé la formule. Regardez. Elle ne dépasse pas les 50 km/h pied au plancher. Longtemps considérées comme ringardes, les voiturettes ont pourtant bien évolué. Aujourd'hui, certaines ressemblent à s'y méprendre à des modèles italiens. Ici, on en vend une vingtaine chaque année. Comparativement à ce qu'ils faisaient avant, on est sur des véhicules qui ont un design beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sympa. Comme vous pouvez le voir, équipés avec des jantes notamment, sur quasiment la totalité des modèles, des vitres teintées à l'arrière et également des équipements intérieurs qui permettent d'avoir un confort de conduite équivalent à une voiture normale. Les principaux concernés sont les personnes qui n'ont jamais eu le permis et qui n'ont pas la possibilité de le passer. De plus en plus, on a des jeunes intéressés pour conduire parce que ça leur permet de gagner en autonomie et en liberté. Une voiture sans permis à l'achat coûte bien plus cher qu'une entrée de gamme classique, entre 12 et 18 000 € pour un diesel. Et dans certains cas, ce n'est pas la solution la plus rentable. On a eu une forte croissance sur la demande au niveau de la location, notamment par rapport à la sécurité routière, les contrôles routiers qui sont mis en place et qui du coup engendrent énormément de pertes et de retraits de permis. Contrairement aux idées reçues, ces véhicules extrêmement légers qui ne dépassent pas les 350 kg peuvent circuler sur presque toutes les routes. Dans le cas de la Martinique, sur les routes nationales, les routes départementales, les voies communales, par contre, elles ne sont pas autorisées à circuler sur la portion d'autoroute que nous avons comprise entre l'échangeur de Dillon et l'échangeur de l'aéroport. À condition également de remplir certains critères. On peut conduire donc une voiturette ou plutôt
un quadricycle à moteur léger, toute personne âgée d'au moins 16 ans, à condition qu'elle ait ce qu'on appelle aujourd'hui un permis AM. Il s'agit de personnes donc, nées après le 1er janvier 1988. Ce permis AM, justement, est la condition que cette personne maîtrise les règles applicables à la circulation routière, puisque ce permis AM comporte une partie théorique, d'une part, et d'autre part, une partie pratique. Toutes les personnes qui sont nées avant, aucun titre n'est requis. Pour autant, s'agissant quand même de circulation sur les réseaux routiers, il est fortement recommandé à ces personnes justement qu'elles se forment aux règles de circulation routière. L'an passé, sur les 14 000 véhicules immatriculés en Martinique, 17 étaient des voiturettes. À ce jour, un seul accident mortel impliquant une voiture sans permis s'est produit sur nos routes en février dernier. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous irons à la Pointe des Châteaux en Guadeloupe où de nombreux curieux font le déplacement uniquement pour observer les grosses vagues. L'île serait placée comme la Martinique en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. Les agriculteurs guyanais dénoncent leurs mauvaises conditions de travail. Un an après leur grosse mobilisation devant le siège de la DAF, ils regrettent de ne toujours pas avoir obtenu satisfaction. Et puis Hubert Bornil nous parlera d'une pollution dénoncée par les militants de la Sopamar. Ils ont constaté du gazoil dans une mare située à Génipa-Ducos. Direction la Guadeloupe, qui, comme chez nous, est placée en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte. La forte houle provoque de belles vagues, pourtant inhabituelles sur certains sites. Une démonstration de force de la nature qui attire de nombreux curieux à la Pointe des Châteaux. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen, Moïse Dexter et Patrick Curie. Nous sommes en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte, mais cela n'empêche pas les habitués de venir profiter de ses vertus. Pour moi, la mer, c'est quelque chose c'est une forme de santé, de thérapeutique. On trouve un peu tout dans la mer. C'est un peu dangereuse, mais si on ne prend pas des risques dans la vie, on n'y arrivera pas. Hein? Pour les surfeurs, c'est un temps idéal, mais la prudence reste de vigueur. La vigilance jaune avec une houle de camètre nous permet d'avoir des bonnes conditions de surf. Après, il y a plusieurs spots de repli sur Port-Louis, donc là, Souffleur, ça va, il n'y a pas trop de vagues. Mais effectivement, dans l'après-midi, ça risque de grossir. Et sur la droite d'Antigua, on risque d'avoir des bonnes vagues jusqu'à 3 mètres, effectivement. Et là, ça risque d'être bon. Il faut faire très attention. J'ai ramené il y a 3 jours une dame qui s'est fait emporter par le courant. Il n'y a pas assez d'informations, je trouve, sur les plages. Je fais de l'information tant que je peux. Et bon, certaines personnes sentent que vraiment la mer est dangereuse, quoi. Mais d'autres ne font pas attention et tout de suite, il y a un courant énorme. Autre lieu, autre spectacle, apprécié par des touristes, observer ce phénomène naturel. C'est très impressionnant. On se sent tout petit et on sent qu'on n'est pas grand-chose face à la nature en fait. Mais c'est beau, on fait de belles photos et on est prudent. Donc il faut faire attention, il faut surtout prévenir tous les touristes que c'est dangereux. Il faut faire très attention à ne pas passer la barrière de corail, entre autres. Je vous dis ça par expérience parce que j'ai vécu à Marie-Gaillard il y a quelques années et j'ai dû sauver un petit garçon qui nageait avec palme tuba et qui est parti et qu'on a rattrapé in extremis. Par rapport à la mer des Montées, là on vient surtout l'observer et voir cette nature qu'on adore, qui est magnifique. Et puis par contre, on prend des précautions, on ne s'approche pas et on suit les consignes de sécurité habituelles. Mais ça n'empêche qu'on en prend plein les yeux et que c'est magnifique. Un climat exceptionnel en cette période de carême, traditionnellement sec, qui devrait durer jusqu'à jeudi. Partons en Guyane à la rencontre des agriculteurs, une profession qui ne semble pas très rassurante sur le territoire. Les producteurs dénonçaient déjà l'année dernière leurs mauvaises conditions de travail. Ils s'étaient d'ailleurs mobilisés au siège de la DAF en parquant leurs animaux. Aujourd'hui, la situation ne semble pas s'être améliorée et selon eux, très peu de leurs revendications auraient été entendues. Reportage de Pierre Tréfou. La colère des agriculteurs monte devant la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à Cayenne. Manque de foncier et non-traitement des dossiers d'aide financière pour les agriculteurs, ils étaient nombreux à attendre un échange avec le directeur de la DAF. Il y a des jeunes qui ont des diplômes, qui ont fait les formations, qui ont aussi l'expérience par rapport aux parents et qui ne peuvent pas développer leur agriculture. Pourquoi ? Par le manque de foncier. Notre souci, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Le jeune, quand au bout de 5 ans, 6 ans, il n'a pas de réponse, il abandonne.
il ne veut pas rester, c'est tout à fait normal. C'est le cas de Henri Siong qui a fait une demande d'exploitation de 25 hectares dans l'ouest de la Guyane. On nous répète toujours le même discours, que c'est toujours en cours d'instruction, ce que je trouve anormal. Depuis le mois d'octobre dernier et qu'aujourd'hui nous sommes au mois de mars et nous sommes toujours au même stade, donc c'est rien à avancer. Et normalement les dossiers, on devrait avoir une CAF, une commission d'attribution foncière, une fois tous les 2 mois et maintenant une fois tous les 3 mois, c'est-à-dire qu'on est vraiment en retard. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre et attendre de jour et jour. Le président des jeunes agriculteurs ainsi que le président du GRAGE ont été reçus par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le directeur de l'ADEAL. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'échanger des courriers, des trucs et on voit que rien n'avance, d'accord ? On nous a fait connaître un certain nombre de choses, dire que le préfet va faire remonter notamment sur l'étude au cas par cas, il va faire cela remonter au niveau de Paris. Aujourd'hui, rien n'est applicable. Vous avez des dossiers qui sont bloqués par rapport à cette fameuse étude d'impact. Donc nous disons à un moment donné, ok, on veut bien échanger, on veut bien faire des réunions sur des réunions, mais à un moment donné, si rien ne bouge, il faut faire une petite piqûre de rappel. De son côté, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt entend résoudre le problème des agriculteurs. Les agriculteurs peuvent espérer des délais plus courts. Effectivement, tous les services de l'État sont mobilisés pour effectivement atteindre cet objectif. Nous n'avons qu'un objectif qui est effectivement de contribuer au développement de cette agriculture dans les meilleures conditions. Donc tous nos services aux côtés des agriculteurs sont mobilisés pour qu'ensemble on réussisse à relever ce défi. Le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, est venu participer lui aussi aux discussions afin de trouver un terrain d'entente pour les agriculteurs. Nous restons en Guyane avec le portrait d'une jeune volleyeuse qui a été repérée pour une sélection nationale. Elle s'appelle Maxime, elle a 15 ans, elle vient de Cayenne et Jonathan Larion l'a rencontrée. Alors, un reportage que vous retrouverez dans vos prochaines éditions. Alors, on revient en Martinique, c'est le moment de nous rapprocher un peu plus de vous. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence avec des images amateurs qui ont fait le tour des réseaux sociaux cet après-midi. Elles ont été tournées derrière le marché du Lamentin aux alentours de 14h30. Les pompiers sont intervenus pour capturer un trigonocéphale d'1,50 m. Après renseignement, il semblerait que ce soit une intervention de routine pour nos pompiers qui ont réussi à capturer l'animal sans le tuer. Partons maintenant dans la zone de Génipa à Ducos avec une pollution constatée sur une terre agricole. Une grande quantité de gasoil découverte par un agriculteur est en train de s'écouler dans la rivière située en contrebas. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. En m'a de l'eau qui couvait et puis en nappe pétrole en l'air. Ça, c'est une situation que M. Jarin, qui exploitant agricole, on dit dans le secteur ici, ne peut pas supporter encore. Alors la cause, je dis, c'est une entreprise qui mettait quoi, un petit peu pire au roi. Et puis là, la descente, la pollution, on a fait là, il brigo même qu'à moi. On prend l'odeur du gasoil, on voit la nappe d'huile qui est sur l'eau, qui dessert la digue de Génipa qui est référencée. Et cette eau-là descend directement à la mangrove de Génipa. Une mare recouverte de produits pétroliers, c'est l'image de désolation que nous découvrons après une petite marche à travers champs. Tout l'État là, et puis toutes les entreprises qui barricadent là, ils ont des terres agricoles non chlordéconées. Et puis ils ont installé quoi. Donc il y a un détournement manifeste de terres agricoles et donc ça ne peut pas faire sans passe-doigt. Nous sommes ici au quartier Génipa, une parcelle située en face du centre commercial de l'autre côté de la nationale. C'est l'agriculteur voisin, M. Jarin, qui a alerté la Sopama. On m'a interpellé sur des remontées d'odeur, notamment de gasoil. Donc nous avons décidé de descendre voir ce qui se passait. Et à notre désagréable surprise, nous sommes tombés sur cette pollution que vous voyez. Une mare qui existe depuis des années où il y avait des poissons, des écrevisses et tout ça. Il y a quasiment plus de vie et elle est remplie de gasoil détaxé. À peine arrivés sur les lieux, 2 militaires de la gendarmerie, certainement informés de l'intervention, font leur apparition. Une discussion s'engage alors avec l'agriculteur,
Le groupe sera ensuite rejoint par le propriétaire du terrain sur lequel la pollution est constatée. Qu'est-ce que l'entreprise là partait pour être là hier? Alors donc, regardez ça qu'a produit. C'est-à-dire que Adam Mata toute la vie machin, sans compter que gazoil là qu'à suivre tout en circuit pour arriver ici. Déduction faite, le fioul proviendrait de l'une des 2 entreprises du BTP voisines. Une intervention de la Sopama qui s'est déroulée sans difficulté, ceci malgré la présence des gendarmes arrivés très tôt sur les lieux. La Sopama s'est rendue en compagnie des gendarmes sur le site où se trouvent les 2 entreprises du BTP. Malheureusement, on a trouvé porte close. La Sopama qui a dit qu'il y a arrêté les combattants là, il n'y a pas qu'à molli. Information pratique avant de refermer cette édition. Notez que des coupures d'eau sont à prévoir demain à Fort-de-France de 8h à midi dans les quartiers Sainte-Catherine, Plateau-Roi, Cluny et Clairières. Des coupures de courant sont également à prévoir dans 2 communes. La première au Saint-Esprit de 8h à 13h au quartier Solitude et sur la route du François-Terguédon. Et enfin, l'autre commune au Morne-Vert de 8h à 13h dans les quartiers Beauvallon, Bernadette, Hurion, Bois-Lézard, Saint-Maurice-la-Garenne, Bel-Évent, Caplet et Vaudrin. Enfin, dernière information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking du centre commercial La Galeria. Et c'est la fin de cette édition, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, Zotzasav en Tchèque pays. A tout de suite.